C'est pour Lily. Sérieusement, Ok, je vous préviens tout de suite. Je risque de m'énerver pas mal durant cette vidéo, donc vous êtes prévenus. Hein. L'histoire se centre, en tout cas le flashback se centre sur Blanche-Neige et Prince Charmant quelque temps après leur rencontre avec Maléfique, où ils décident d'aller voir une licorne qui aurait le pouvoir de leur montrer le futur de leurs enfants parce que c'est magie tout ça. Et lorsqu'il touche sa corne, Charmant il voit qu'une petite fille, un petit bébé plein de vie et tout, et Blanche-Neige voit plutôt une adolescente très froide et sombre, et se dit ah mon Dieu mais c'est mal barré et tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Au passage c'est des petits détails mais je suis presque certain que dans la saison 1 ils n'étaient pas du tout certains du sexe de leur enfant. Mais là, ils le connaissent maintenant, alors qu'ils ne sont pas censés le connaître à ce moment-là. Mais comme vous voulez, hein, vraiment comme vous voulez. Donc, en rentrant chez eux, il y a une espèce de colporteur qui croise et qui leur dit que c'est une petite histoire avec Maléfique, comme quoi elle est en forme de dragon, elle a pondu un œuf. Ok, je suis presque certain que la forme par défaut de Maléfique c'est humaine. C'est pour ça que pendant un bon moment elle n'a pas pu se transformer en dragon. C'est parce que c'est sa forme par défaut, sa forme où elle savait pas trop faire de magie et voilà. C'est pas sa forme par défaut, dragon. Elle est pas un reptile naturellement, c'est une être humaine. Pourquoi c'est que cette connerie quoi. Donc maintenant c'est un dragon et elle pond des œufs quoi. Ça veut dire ça avoir un enfant. Donc elle a une c'est pour expliquer le fait qu'elle a une période de gestation plus courte que Blanche-Neige et gna gna gna. Ok, très bien. Donc donc voilà, il les prévient que ce serait pas mal de passer par un autre endroit, de faire un détour en passant par une chaumière. La fameuse chaumière en question, ce sera la chaumière de l'apprenti sorcier. Le colporteur qui est joué par, attendez une seconde, Patrick Fischler, un acteur plutôt connu pour ses rôles de second couteau. Il a joué notamment dans Mulholland Drive et dans Lost. Et donc, ouais, la première fois que j'ai vu ce type-là, je me suis dit... Ouais, non, c'est pas juste un personnage de passage comme ça, il va avoir une certaine importance. Et clairement, il va avoir une certaine importance, on le verra à la fin. Et donc voilà, Blanche-Neige et Prince Charmant se rendent donc à l'habitat de l'apprenti sorcier, qui, comme par hasard, c'est pour leur enfant, il leur parle d'un moyen de s'assurer que le potentiel de noirceur de leur fille ne sera plus là, sera contenu ailleurs. Il existe un sort pour ça euh, qui, qui transférerait toute la noirceur possible d'un enfant à un autre être vierge de tout sentiment, de toute bonté ou de méchanceté et tout. Et Blanche-Neige se dit ah et si on faisait ça à l'œuf de Maléfique, bah, après tout c'est pas vraiment un être humain et tout ils sont un petit peu récalcitrants mais ils se disent ok on fait ça. Elles s'en prennent rapidement et je dis bien rapidement à Cruella et Ursula qui gardaient le coin parce que elles sont censées être poteaux avec Maléfique, semble-t-il, seulement dans le présent on voit que Maléfique on en a rien à foutre d'elle. Je comprends pas en fait. Et vous essayez d'instaurer une espèce de relation vaguement amicale entre ces trois-là pour dire au final que vous vous en foutez qu'elles s'en foutent un peu les unes des autres. Après, c'est pas super clair là, votre truc, hein, pas super cohérent je trouve. Enfin bon quoi, elle les endorment rapidement et après un petit moment d'action, elle pique l'œuf à Maléfique qui essaye de jouer la tristesse, et je dis bien essaye parce que vraiment l'actrice me convainc pas du tout, en disant s'il vous plaît ne faites pas de mal à mon fils, enfin mon enfant, elle sait pas que c'est un garçon ou une fille, c'est une fille. Et donc alors qu'ils se disent ouais de toute façon Maléfique t'as bien vu comment elle était maléfique, que son enfant il les voit être pareil, et je me dis ouais, pour l'instant, vous avez donné absolument rien aucune explication à ses origines maléfiques à Maléfique. Hein.
Je veux dire, apparemment, elle était méchante avant parce qu'elle était méchante. C'est pas encore indiqué, ça. Hein. Peut-être qu'on fera un... Peut-être que comme Ursula, vous me surprendrez et vous ferez un flashback qui expliquera ça, mais pour l'instant, non, il n'y a rien d'expliqué ou quoi que ce soit. Donc, bref, bref, elle pique l'œuf à Maléfique qui est en pleurs, enfin l'actrice essaye d'être en pleurs, et elle l'amène à l'apprenti sorcier qui fait son fameux sort, et à révélation, elle ne se rendait pas compte de ça, Blanche-Neige, en faisant son sort, automatiquement, l'œuf va être amené à un autre endroit, où il ne pourra pas faire le mal, sauf que si, il va pouvoir faire le mal, mais complètement... C'est une façon de faire, et en gros, ça les surprend, Blanche-Neige et David, parce qu'ils s'étaient dit qu'ils allaient quand même rendre l'œuf à Maléfique après, mais non. Et donc, l'œuf est pris dans un portail. De même que Cruella et Ursula, mais genre de façon complètement rushée et foireuse, où elles se disent «Ah, mais comment elles surgissent de nulle part, elles se disent «Oh, mais comment vous avez pu faire ça?» et tout. Je sais pas comment on a pu vous retracer, etc. Mais on a pu vous retracer, et «Oh, et comment vous avez pu faire ça?» etc. Et elles sont prises dans le portail en même temps que l'œuf, qui commence à éclore en plus, à histoire de rajouter au drame et tout. Et voilà qui explique ce qui leur est arrivé. Elles ont été bannies comme ça par cette espèce de portail de façon ultra rushée, rapide, pas du tout crédible, dans notre monde où elles ont plus accès à leur pouvoir. C'était... l'explication, au moins il y a une explication, je vais pas trop me plaindre. C'est quand même vachement rushé quand même, hein, fou. Donc ouais, ils se sentent pas super bien, Blanche-Neige et David, après ça, ils se disent allez, on va quand même se promettre d'être des modèles, de représenter la foi et la bonté pour les autres malgré ce moment fort qui nous touche, etc. Et je vais dire un truc, clairement un retcon pas du tout pensé avant, mais les acteurs s'en sortent bien pour jouer ça. Les acteurs qui jouent Blanche-Neige et David, très sincèrement, je leur tire mon chapeau d'arriver à me faire ressentir un peu cette tourmente, alors qu'elle est clairement forcée dans l'histoire et qu'elle n'est pas du tout pensée avant. Et ils arrivent à faire passer ça légèrement. Je leur tire mon chapeau pour ça, parce qu'il faut le faire, c'est très forcé quand même, hein, mais ils arrivent à faire passer ça. Enfin bon, c'est là que se termine le flashback avec un dernier passage. Ouais bon, je peux vous le dire tout de suite ça, lorsqu'on apprend en fait, à la toute fin, c'est Auguste qui dit que je sais pas comment il sait ça. Vraiment, c'était dans les notes du dragon, j'imagine. Donc, Auguste qui dit qu'il n'y a pas eu un seul auteur, il y a eu plusieurs auteurs qui se sont succédés au fil du temps. Il y a d'ailleurs eu un auteur, comme il a dit, qui était dénommé Walt. Oh, j'ai pas vu votre petite référence. Oh. Donc après, ça a dit que le dernier auteur en date a trouvé, on ne sait comment, un moyen de pas seulement raconter l'histoire, parce que c'est tout ce qu'ils ont fait avant, ils ont juste raconté l'histoire, les autres auteurs d'avant, lui, mais le pouvoir de modifier les histoires, c'est-à-dire modifier les histoires à sa convenance comme il le voulait. Et on apprend à la toute fin du flashback qu'en fait, c'est lui qui avait écrit l'histoire de façon à ce que l'apprenti sorcier transmette la noirceur dans ce bébé et l'envoie dans un autre monde. C'est lui qui a écrit ça. Certes, voilà, et c'est suite à ça que l'apprenti sorcier s'est dit ah pas merde, je peux plus accepter ça, et viens les pouvoirs du sorcier, je vous piège dans votre livre. Donc, hein, gardez bien en tête que ça se passe genre un peu quelques temps avant le lancement de la malédiction. On est bien d'accord? Hein? Voilà, donc l'auteur est piégé, il ne peut plus rien faire. À ce moment-là, il est derrière cette porte du bouquin. Gardez bien ça en tête. Donc, dans notre présent, Regina essaye de blouser un petit peu Rumpelstiltskin en ne reprenant pas la page qui est censée contenir l'auteur, mais juste en faisant une photo, en essayant d'inventer une excuse, comme ça c'était protégé par un sort. Mais malgré le fait que ce soit juste une photo, Rumpelstiltskin arrive à voir que ah mais en fait il y a une trace de magie, c'est la preuve que l'auteur est dans le livre. Voilà, je suis super fortiche, j'arrive à voir ça en 3 secondes, et donc ils se disent ouais il faut mettre la fin sur
sur ce bouquin et Regina essaie de trouver des excuses, bah, ça va pas être facile avec tout le monde. Et Maléfique se dit, ah, attends, je crois que j'ai un truc pour faire ça. Et elle balance un sort de sommeil ultra temporaire sur tout le monde dans la ville. Comme ça, vachement fortiche, hein. Vraiment Maléfique est vachement fortiche, hein, dans ce truc-là. J'imagine que c'est pour coller avec le fait que, ouais, elle a des super pouvoirs dans le dessin animé, et là ils essayent de rattraper le coup un petit peu. Voilà, histoire de dire, hein, ça n'empêche que, ouais, elle est loin d'être aussi badass que dans le dessin animé, hein, clairement pas. Donc, ouais, tout le monde est touché, sauf ceux qui ont déjà subi la malédiction du sommeil avant. Donc Henri, Blanche-Neige et le prince charmant ne sont pas touchés par ça. Et techniquement, Aurore ne devrait pas être touchée, mais on ne la voit pas. C'est un peu dommage, je trouve. C'est histoire de dire, surtout parce qu'il y a un lien avec Maléfique, en plus Maléfique qu'il a banni, qu'il a maudite et tout. Ben, ça aurait été intéressant de donner un petit rôle à Aurore et Philippe là-dedans. Histoire de dire, mais non, quoi. Dans un cadre où ça se prêtait très bien au fait qu'Aurore puisse avoir un petit rôle, ben non, on la voit pas. Un peu dommage, je trouve, mais bon, hein, apparemment, les seconds rôles, vous en avez plus rien à foutre dans cet épisode. Je sais pas, on voit rapidement la Fée Bleue qui raconte un truc basique que n'importe qui aurait pu raconter à sa place, histoire de dire qu'elle est là, mais sinon, les seconds rôles, on s'en branle dans cette saison, mais une force! Je pensais que c'était quelque chose, c'était un problème dans la saison 3, mais ici, c'est encore pire, je trouve. Donc ouais, pendant tout ça, il y a un petit moment plutôt pas mal de tension où vraiment on a vraiment un nombre restreint de personnes qui doit gérer ces personnages maléfiques qui parcourent la ville sans rien faire à personne. Ils sont bien gentils, et je trouve. D'accord, il laisse Emma tranquille, mais au moment où Rumpelstiltskin voit le corps endormi de Killian Jones, il ne lui fait rien. Il ne lui repique pas son cœur ou un truc comme ça, non. D'ailleurs, techniquement, il pourrait facilement tuer Will. T'as Will qui n'apparaît pas dans cet épisode, déjà c'est extraordinaire, mais ouais, je sais pas. D'ailleurs, puisqu'on parle de Rumpelstiltskin rapidement, on a un petit passage très rapide où il parle à Belle en disant genre il y a plus le temps ou un truc comme ça, en se tenant le cœur, et est-ce que ça veut dire que il est mourant? Est-ce que c'est ça que ça veut insinuer? Je sais pas, le petit truc, il est mourant d'une certaine façon, pour je ne sais quelle raison, je sais pas. Je pensais que la magie du ténébreux pouvait le garder immortel pour je ne sais quelle raison, mais là non, c'est pas bon, ce n'est qu'une extrapolation, peut-être que je me gourre complètement, mais voilà, c'est l'histoire de dire. Donc, alors que tout ça se passe et que Blanche-Neige et David sont un petit peu seuls dans leur coin et que Henri est un petit peu seul dans son coin à se cacher, etc., Blanche-Neige et David se disent, surtout David se dit, et si on pourrait empêcher cette histoire comme quoi Rumpelstiltskin veut noircir le cœur d'Emma en brûlant la page, ça éviterait les complications et tout. Et vu ce qui risque de se passer, je sens que ouais, c'était la bonne décision à faire au final, mais ça ne sera pas ce qui sera fait. Et donc ouais, il y a tout un passage où Henri blouse un peu les méchantes Cruella et Maléfique sous l'œil de Regina en leur donnant une fausse page qui avait été copiée par Emma de la porte. Et c'est là que Rumpelstiltskin se rend compte que Regina est une traître et qu'elle est endormie et qu'ils lui font rien. Ils ne font que l'enfermer dans son caveau. Rumpelstiltskin dit qu'il a un truc qui fera en sorte qu'elle obéira à ses ordres après coup. J'attends de voir, je sais pas trop. Et donc, ouais, Blanche-Neige et David essayent de. Retournent voir Henri après ça et leur l'envoie Valnagui dit on va s'en occuper, hein, laisse tomber. Hein. Je dis, il hésite. Blanche-Neige dit attends, c'est pas nous ça, hein, on est complètement. On va faire que mentir et on fait pas ce qui est juste. On n'arrête pas de vouloir prendre la voie de la facilité depuis quelques temps et c'est pas la chose juste à faire. Et c'est là qu'elle décide de dire tout à Emma.
qui s'est réveillée entre-temps. Coupe sèche, c'est bon, elle est réveillée, on lui a tout raconté, tout le monde est reparti dans sa petite vie sans trop de problèmes. Ouais, Dieu, très bien. Et donc, ouais, elle le prend assez mal, hein, le fait qu'il les ait menti, qu'il lui ait menti pendant tout ce temps. Et donc ça amène à un moment assez fort, à nouveau entre eux, où elles se sentent trahies et tout, où ils se sentent super mal, ces deux-là. À nouveau, les acteurs font très bien passer la chose, même si c'est vraiment forcé. Et ça me fait penser rapidement, j'ai presque oublié d'en parler, le côté... maintenant, son cœur est libéré de toutes son potentiel de noirceur, de tout son truc de noirceur, sa possibilité de noirceur qu'on avait vu dans le flashback. Bah, c'est un peu de la connerie dès lors qu'on y réfléchit 3 secondes. Déjà parce que Emma a eu pas mal de moments où elle a été prise, où elle a pensé à son égoïsme, à lâcher l'affaire, etc. Donc, cœur de bonté, tout ça, discutable. Mais surtout par rapport à l'épisode 13 de cette saison, hein, donc l'épisode 13, début de cette demi-saison, où on montrait que Tchernabog en avait après elle, parce que c'était elle qui avait le cœur avec le plus de potentiel de noirceur. Alors que non, justement, elle a plus le cœur avec le plus de potentiel de noirceur, puisque ça lui a été retiré par le fameux sort de l'apprenti sorcier. Histoire de dire, quoi. Mais ça, c'est rien. Ça c'est rien. Parce que voilà le truc qui m'a énervé, mais bien profondément dans cet épisode. Donc, j'aimerais déjà préciser qu'il y a un petit moment de dialogue entre Emma et Killian où elle lui parle rapidement de son amie Lily qu'elle s'était faite avant. Voilà, dans un flashback dans la première moitié de cette saison-là, histoire de dire. Et puis après, on a Maléfique qui insiste un petit peu pour réentendre parler de son enfant, où est-ce qu'il est et tout. Et 1 minute avant la révélation, j'étais genre... Non, non, vous allez pas me faire cette connerie-là, ils me l'ont faite, c'est Lily, sa fille. Ouais, connexion facile. Putain de merde. Ah, ok, je déteste. C'est comme par hasard, cette espèce de destin divin de mon cul là, qui n'ont aucune logique. Et même le coup de l'auteur pouvait écrire ça parce que il peut changer l'histoire et tout. Non. Non. Pendant 30 ans, il est resté enfermé dans le bouquin. Il n'a pas pu écrire la rencontre entre Emma et Bellfire. Il n'a pas pu écrire la rencontre entre Emma et Lily. Il n'a pas pu écrire des tonnes de trucs comme par hasardesque qui se passent durant toute cette histoire-là. Donc même l'excuse de « Ah, mais c'est l'auteur qui a prévu ça », ça ne marche pas. C'est juste du gros aléatoire de merde, histoire de créer du lien forcé dans mon cul, quoi. Je déteste ça. C'était déjà super lourd avec Bellfire, vous remettez le couvert, ça me gonfle. Et ouais, si ça part là-dessus, malgré le fait que l'épisode soit acceptable, je vais avoir beaucoup de mal à l'apprécier, je vais même avoir beaucoup de mal à apprécier cette seconde saison si vous partez sur cette connerie-là. Et puis sérieusement, on n'arrête pas de dire tout le potentiel de noirceur a été transmis à cet œuf, cet enfant-là. Mais dans le flashback où on la voit, Lily, elle a pas une énorme noirceur qui transparaît ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste une petite fugueuse qui aime pas sa vie de famille et qui essaye de trouver sa voie. Je vois pas quelque chose de grandement maléfique, ultra sombre là-dedans. Débile, c'est débile. Putain de merde. Donc ouais, je n'ai pas du tout aimé cette révélation, hein. Ça va me laisser un sale arrière-goût dans la bouche tout le reste de la demi-saison, je vous le cache pas. Vraiment. Mais il reste une autre révélation, entre guillemets, si on peut appeler ça une révélation à la fin, où... après coup, Emma décide... Oui, parce que je n'ai pas parlé, mais gros comme par hasard, lorsqu'il est dans le manoir avec la page du bouquin,
la page du bouquin lui indique un tiroir où il y a une clé qui est contenue qui pourra libérer l'auteur de la page. Je veux dire, ouais, ta gueule, c'est magique, ça marche comme ça. Et donc voilà, il y a eu tout un truc autour de cette clé. Et à la fin, Emma l'utilise pour libérer l'auteur. Et l'auteur en question, ça va être Patrick Fischler. Voilà, donc comme ça me surprend pas du tout cette révélation, puisque ouais, à nouveau, avoir un acteur comme ça, c'est pas, on l'utilise pas pour jouer un personnage de passage, hein, clairement pas. Donc, donc ouais, ça va être un rôle important et Patrick Fischler se barre à la toute fin de l'épisode et ça va être le grand suspense. Vont-ils arriver à le retrouver il se barre parce qu'il n'a pas envie de donner de réponse ou je sais pas quoi, on verra bien. Ses motivations pour l'instant sont pas super claires. La façon de c'est montré, en fait, l'auteur, le peu qu'on voit de lui en tant qu'auteur, c'est juste quelqu'un qui veut, j'aime bien créer du drame et des rebondissements et tout. Voilà, c'est tout. Donc, ouais, malgré la révélation sur Lily qui me gonfle bien profondément, en termes de mise en scène, d'écriture, de jeu d'acteur, d'histoire, si on prend pas en compte que c'est du gros redcon bien foireux, ça passe correctement. Ouais, à nouveau, comme je l'ai dit, hein, ça va être c'est vaguement acceptable, quoi. Ça va être une tonne d'épisodes vaguement acceptables cette demi-saison et ouais, ça va pas être sensationnel, non. Donc ouais, je suis impatient de voir les retrouvailles entre Lily et Emma et le drame, la tragédie qui va se jouer autour. Euh, je- faut que je me calme, c'est juste une série, hein, on est d'accord. J'aime pas ces facilités scénaristiques de merde. Je dis, j'aimais pas quand ça se faisait dans Lost à partir des saisons 4. Bah justement, à partir de la saison 4, on a commencé à faire un peu ça et ça m'a gonflé. Mais là, c'est un gros cran au-dessus, quoi. Cette espèce de comme par hasard, tout le monde connaît tout le monde. Ça commence à devenir lourd, vraiment lourd. Et dans Lost, au moins, c'était mieux amené que ça, quoi. J'arrête pas de faire la comparaison avec Lost, parce que voilà, j'aime beaucoup Lost, mais je vais pas non plus dire que Lost est une série parfaite. Et il y a beaucoup de comme par hasard, de espèce de manipulation du destin par une espèce de force supérieure, tout ça, que j'ai toujours trouvé un petit peu foireuse et un peu facile. Mais là, c'est un tout autre niveau, quoi. Et ça me plaît vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Enfin bref, à bientôt pour l'épisode suivant. Ciao